Continuons sur le deuxième chapitre, donc le deuxième paragraphe, les caractéristiques hydriques du sol et le stress hydrique du sol. Donc, comme vous le voyez ici, c'est la racine principale. Donc, le potentiel osmotique égal à moins I. I, c'est la constance d'ionisation. Par exemple, pour le saccharose qui n'est pas ionisable, c'est 1. Mais pour le NaCl qui est ionisable, donc l'eau, qui va donner deux atomes Na plus et Cl moins. Donc, on donne souvent la valeur 2, ainsi de suite. Le R, c'est la constance des gaz parfaits. Sa valeur est de 8,314 pascal par mètre cube fois mètre cube par mol et par degré Kelvin, ou elle est donnée en bar par degré Kelvin et par mol. La température, elle est donnée en Kelvin. Et C, c'est la concentration de la solution. Donc mol de soluté par mètre cube ou litre. Donc le potentiel hydrique du sol est toujours négatif. La valeur maximale, c'est celle de l'eau pure qui est égale à 0. Mais donc, comme je disais, le potentiel hydrique de la solution du sol est toujours proche de 0 puisque c'est des solutions très diluées. Plus la liaison entre l'eau et le sol est forte, plus le potentiel du sol est plus bas. Et donc, plus le sol est moins hydraté et plus il retient l'eau. C'est de l'eau liée ou l'eau adsorbée, puisque l'eau libre dans le sol va être facilement évaporable. Donc, elle est perdue par évaporation ou par percolation ou l'exsiviation. Donc, ce qui va rester quand il y a un assèchement du sol, c'est l'eau liée qui va être donc retenue par les particules du sol. Donc, l'eau va se déplacer dans des zones du sol les plus hydratées vers les zones les moins hydratées selon un gradient de potentiel hydrique décroissant toujours. Donc, pour qu'une plante puisse absorber l'eau, elle doit en fait convaincre ou vaincre les forces de rétention qui existent dans le sol. Alors, quelles sont ces forces de rétention? Donc, il y a en fait la gravité et il y a les différentes forces. Il y a donc les forces osmotiques qui sont générées par les ions présents dans le sol et qui vont retenir l'eau dans le sol. Cette rétention est d'autant plus faible que le sol est bien irrigué et donc que les ions sont plus dilués. Ces forces sont donc généralement faibles, voire négligeables. Les forces osmotiques ne sont importantes que dans les sols salins, comme j'avais dit. Les forces capillaires sont générées par la tension superficielle qui existe entre l'eau et les interstices ou les micropores laissés libres dans le sol, entre les particules du sol. Et puis, il y a les forces d'imbibition ou colloïdales qui sont des attractions électrostatiques entre les charges négatives des colloïdes du sol et les charges positives de l'eau. Ces forces sont d'autant plus grandes que le sol est riche en argile ou en humus. Donc, les colloïdes, ils ont donc cette capacité de retenir l'eau. Et donc, c'est des sols qui sont propices pour la croissance des plantes puisque l'eau n'est pas perdue par percolation. Et donc, l'eau est retenue pour l'absorption racinaire. La densité des charges augmente et donc la rétention de l'eau devient plus forte. Donc, on voit sur cette courbe
la teneur en eau donnée en pourcentage dans trois types de sols. Un sol sableux, un sol limoneux et un sol argileux. Donc vous voyez que pour un sol sableux, la capacité de rétention de l'eau elle est vraiment faible parce que le sable est constitué par des grosses particules qui vont donc aménager entre eux des macropores et donc l'eau n'est pas retenue et elle est perdue par l'exsiviation ou lessivage. Par contre, dans un sol limoneux, la rétention ou la capacité de rétention elle est moyenne ou intermédiaire. Par contre, dans un sol argileux qui est constitué par des petites particules très très petites permet la rétention de l'eau parce que en fait l'argile chargée négativement permet l'absorption des molécules d'eau et en plus les particules sont tellement petites qu'ils peuvent donc aménager des micropores. Donc c'est de l'eau capillaire qui est retenue et qui n'est pas perdue par percolation. Quant au point de flétrissement, c'est-à-dire la capacité, donc le point de flétrissement permanent, c'est la quantité en eau du sol au-deçà de laquelle il y a un flétrissement ou la mort de la plante. La différence entre les deux, c'est-à-dire entre la capacité de rétention maximale et le point de flétrissement permanent, c'est la quantité d'eau disponible pour l'absorption racinaire. Donc, pour comparer les trois sols, vous voyez que la quantité d'eau disponible dans un sol argileux est la valeur la plus importante par rapport au sable, dont la quantité disponible ou utilisable par la plante, elle est beaucoup plus restreinte. Et le limon, c'est des valeurs intermédiaires. Donc tout ça, c'est dû à la taille des particules constituant chaque sol. Comme je disais, pour le sable, c'est des particules assez grosses qui ne vont pas retenir l'eau puisqu'il y a des macropores et donc il y a un lessivage vers le bas par gravité. Dans le limon, c'est des particules intermédiaires et donc tout est intermédiaire, donc même la quantité d'eau disponible est intermédiaire. Par contre, l'argile, c'est des particules microscopiques très très petites qui permettent en fait de retenir l'eau au niveau de l'argile. Mais par contre, il y a très peu d'aération dans un sol argileux. Donc l'idéal, c'est un sol qui est constitué par les trois particules, les trois types de sol, sable, limon et argile, pour permettre d'avoir aussi bien un peu d'aération et une bonne rétention en eau. Donc ici la capacité au champ ou la capacité de rétention maximale, et là c'est le point de flétrissement permanent, donc la valeur ou la teneur en eau au-deçà de laquelle il y a un flétrissement définitif et qui provoque la mort de la plante. Donc l'eau utilisable ou disponible, c'est en fait la quantité d'eau donc intermédiaire est comprise entre la capacité au champ et le point de flétrissement permanent. Donc ici, on fait une comparaison entre deux sols, pardon, un sol constitué par du sable grossier et un autre sol constitué par l'argile et le limon. Ce qu'on appelle sol argilo limoneux, donc un sol propice pour la croissance et le développement des plantes. Et donc c'est un sol idéal pour les plantes. Donc vous voyez pour
la quantité de sol, c'est qu'on prend la même proportion et on va comparer le reste, c'est-à-dire la quantité d'eau gravitationnelle. Vous voyez que ici, elle est beaucoup plus importante que dans le sol argilo-limoneux parce que dans un sable grossier, comme je disais, les particules ils sont grosses, donc il y a des macropores qui ne vont pas retenir l'eau et l'eau est perdue par percolation. Pour la capacité de rétention de l'eau dans un sol argilo-limoneux, elle est beaucoup plus importante que dans un sol grossier. Donc ça va de soi, puisque l'eau elle n'est pas retenue dans un sol grossier. Par contre, dans un sol argilo-limoneux, l'eau est retenue par absorption et par microcapillarité. L'eau disponible dans un sol argilo-limoneux, c'est beaucoup plus important que dans un sol grossier. Et donc, par conséquent, l'eau indisponible, c'est-à-dire l'eau qui n'est pas retenue, elle serait beaucoup plus importante dans un sol grossier. La capacité au champ ou humidité équivalente, donc quelques définitions, c'est la quantité d'eau retenue après saturation d'un sol en eau. Tout apport supplémentaire d'eau entraîne son écoulement rapide. Donc la valeur de la capacité au champ dépend de la nature du sol. Un sol sableux possède une faible capacité au champ car donc les particules sont grosses et ils vont laisser entre elles des macropores, comme je disais. Donc, une très bonne aération, par contre, une très mauvaise rétention en eau. Un sol argileux possède une forte capacité au champ du fait qu'il est composé de pores capillaires ou micropores qui vont permettre une bonne rétention en eau. En plus de ça, l'argile chargée négativement va permettre donc cette absorption de l'eau à sa surface. Par contre, un sol limoneux, c'est intermédiaire entre les deux. C'est l'équilibre entre la rétention en eau et l'aération. Donc, pour le point de flétrissement permanent, sa valeur, elle varie selon le type de sol. Elle est faible dans un sol sableux. Rappelez-vous de la courbe qu'on avait vue à l'instant. Et plus élevée pour un sol argileux, intermédiaire pour le sol limoneux. Cependant, quel que soit le type de sol, le potentiel hydrique d'un sol au point de flétrissement permanent a une seule valeur qu'il faut retenir, c'est-à-dire quand le potentiel hydrique au niveau du sol atteint une valeur de l'ordre de moins 1,5 mégapascal, on est dans le point de flétrissement permanent, que ce soit un sol sableux, argileux, limoneux ou un mélange des trois ou un mélange que des deux, n'importe quel type de sol, si on atteint cette valeur de potentiel hydrique dans le sol, on a atteint le point de flétrissement permanent, c'est-à-dire que la plante ne peut pas vivre dans des conditions d'hydratation du sol de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a une sécheresse très très forte et létale pour la plante. La majorité des plantes sont incapables de prélever suffisamment de l'eau lorsque le potentiel hydrique est inférieur à moins 1,5 mégapascal. La réserve utilisable ou l'eau disponible, donc c'est la différence entre les deux. Entre la quantité, donc la réserve utilisable ou l'eau disponible et la différence entre la capacité au champ ou l'humidité équivalente et le point de flétrissement permanent. Donc pour conclure avec ce paragraphe, les racines
les plantes puisent l'eau dans la réserve utile du sol et la dispersent dans l'atmosphère par évapotranspiration. Si l'eau disponible diminue tandis que les forces de rétention du sol augmentent, cela correspond à un potentiel hydrique du sol très faible et donc les racines ont du mal à extraire l'eau du sol. Au-dessus d'un potentiel hydrique de moins 1 atmosphère, c'est-à-dire moins 0,1 mégapascal, l'absorption de l'eau va fortement diminuer. Au-delà de moins 1,5, on est dans le point de flétrissement permanent et donc la plante ne peut plus vivre dans ces conditions, ne peut plus prélever de l'eau et donc c'est létal pour la plante.